Très bien. Donc, écoutez, oui, démarrons parce que dans ce groupe, nous démarrons à l'heure et nous finissons à l'heure pour le respect des agendas de chacun. Donc, bonjour à tous. Je suis Agnès Poquet et j'ai le plaisir de coprésider avec Marie le groupe RH des alumni de Sciences Po. Nous sommes heureux de vous accueillir si nombreux, parce qu'il y a 61 personnes qui sont inscrites, on est à la moitié, mais on est heureux de vous accueillir si nombreux de si bon matin pour ce premier événement du groupe RH de l'année, qui est consacré au thème de la santé mentale dans l'entreprise et de l'enjeu que ça représente pour les DRH. Cette conférence fait suite à une première que nous avions organisée avec Patrick en septembre 2021, donc après 18 mois de Covid, sur DRH et si on prenait soin de nous, qui avait remporté un grand succès. Donc, on a voulu faire une suite à cette conférence. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais dire deux mots sur notre groupe RH et ses activités. Donc, comme vous le voyez, on organise des conférences et des événements tout au long de l'année. Jusqu'en juin, on en a prévu une à peu près par mois. La prochaine, qui aura lieu en février ou en mars, sera sur le thème d'un regard croisé sur le sujet des jeunes dans l'entreprise, de la difficulté qui existe ou pas d'ailleurs, parce qu'on en aura des débats contradictoires sur ce sujet, à attirer des jeunes talents à un moment de forte tension sur le marché du recrutement. On en a prévu une en mars-avril sur médiation et dialogue social. Ensuite, il y en aura une en avril sur l'évolution des modèles de leadership. En mai, une sur les plus de 50 ans dans l'entreprise, qui est un thème particulièrement d'actualité avec l'évolution des systèmes de retraite. Donc voilà, notre programme jusqu'à fin juin. Et puis, on organise aussi de manière de plus en plus fréquente des moments de networking. Donc, on a organisé plusieurs after work qui ont très bien marché. Donc, voilà, c'est simple, c'est facile pour nous y rejoindre, c'est à l'étoile. Donc, c'est très convivial et ça marche très bien. Et puis, nous allons reprendre nos speed networking, qui sont des conférences, enfin des moments de convivialité où les gens se présentent, voilà, entre eux, au sein de notre réseau. Et le prochain aura lieu le 23 mars. Voilà, je ne prends pas plus de temps pour présenter notre groupe. Passons à la conférence. Marie, je te laisse la parole. D'accord, merci Agnès et bienvenue à vous tous. Donc le thème, comme l'a dit Agnès, c'est ce thème de la santé mentale qui, en milieu du travail, qui est un thème qui est de plus en plus ouvertement abordé dans les entreprises et spécialement depuis la période qu'on a traversée difficile du Covid. Alors, est-ce que on va se poser un certain nombre de questions. Est-ce que c'est un épiphénomène post-Covid, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont souffert d'isolement, mais aussi souffert de charge mentale durant le Covid, ou est-ce que c'est finalement une tendance de fond? On va aussi réfléchir sur, essayer de répondre à la question, mais qui est concerné? Est-ce que c'est toutes les populations qui sont concernées dans les entreprises? Est-ce que c'est plus les cols blancs, plus les cols bleus, les commerciaux ou autres? Nous allons répondre à ce genre de questions. Ce qui nous a paru intéressant, c'est une fois qu'on a posé le diagnostic, c'est comment on essaie de préserver la santé mentale et quelles pourraient être des démarches de prévention en la matière. Et puis, nos deux intervenants nous aideront à trouver peut-être des solutions ou des pistes de réflexion ou de conseils pour nous, en tant que DRH ou la fonction RH, pour faire que ça se passe dans les entreprises de façon plus préventive et non pas simplement curatif. Donc, j'ai l'honneur d'animer cette conférence avec non seulement Agnès, mais aussi deux speakers, enfin, deux intervenants de grande qualité. Donc, j'introduis pour le moment Patrick. Patrick qui était notre spécialiste qui avait déjà nous avait accompagnés dans la conférence sur les DRH si on prenait soin de nous. Patrick, on le connaît, hein, c'est un grand spécialiste des questions de santé mentale et des risques psychosociaux. Il est psychiatre et il a notamment aussi créé le cabinet Stimulus, qui a été le premier cabinet qui a commencé à travailler sur ce qu'on appelle la qualité de vie au travail et ses réflexions pour prévenir les risques psychosociaux dans les entreprises. Donc, merci Patrick. Merci. Et puis, nous mettrons en face de lui, en face de l'expert, un praticien, Emmanuel Bridou, qui a accepté de venir partager son expérience de responsable depuis de nombreuses années, d'abord sur les démarches de sécurité et santé,
mais qui, depuis quelque temps, a pris les rênes au niveau de la société Engie sur tous les sujets liés à la santé et à ce qu'on appelle le well-being, enfin tout ce qui est bien-être au travail et qualité de vie au travail. Et Emmanuel nous exposera quelles sont les démarches qui ont été mises en place chez Engie depuis plusieurs années sur cette thématique de la santé mentale. Bonjour Voilà, à toutes et merci. tous, et je suis ravi d'être avec vous ce matin. Donc, merci à vous deux. Donc Agnès, je te laisse la parole pour poser la première question. Oui, alors Patrick, cette première question, elle sera pour vous. Est-ce que vous pourriez nous donner un aperçu de l'évolution des données relatives à la santé mentale depuis quelques années et puis pourquoi est-ce que c'est devenu un sujet dont on parle tant dans notre quotidien et particulièrement dans l'entreprise et dans notre quotidien de DRH? Oui, bah écoutez, d'abord, bonjour à tous. Ravi de vous voir si nombreux sur ces thématiques qui, en effet, intéressent de plus en plus les ressources humaines dans les entreprises. Je suis très content de voir cet engouement sur une question qui, pourtant, n'est pas vraiment d'actualité. Ça fait quand même plus de 20 ans, même 30 ans, que la question de la santé mentale au travail a pris le pas sur la question de la santé tout court au travail. Dès le début des années 2000, aussi bien le BIT que l'OMS signalaient que c'était le stress qui était devenu le premier risque pour la santé au travail. Cette santé mentale, elle ne concerne pas que le travail. Tous les spécialistes, l'OMS en particulier, mais également tous les scientifiques, toutes les enquêtes montrent la progression alarmante dans le monde des troubles mentaux et surtout de la dépression qui maintenant va dépasser en quantité les troubles cardiovasculaires. C'est maintenant la première maladie de nos contemporains. Alors, dans le monde du travail, évidemment, cette problématique a surgi très en retard en France par rapport aux pays d'Europe du Nord qui, dès les années 70, s'intéressaient. Il y a eu deux chocs. Le premier choc, ça a été l'affaire de France Télécom et il faut reconnaître que les suicides au travail ont été très médiatisés et les entreprises ont pris en pleine figure cette problématique. On pouvait se tuer au travail et non pas simplement gagner sa vie. Et ce premier choc a donné lieu à quelques implications, mais le deuxième choc, comme l'a dit très bien Agnès, ça a été évidemment la crise de la Covid. Et là, on a vu les entreprises se mobiliser un petit peu plus parce qu'on a vu des conditions d'environnement progressivement se modifier. Le travail en distanciel est apparu. Et quand on parle du travail en distanciel, dans ma tête, ce n'est pas simplement le distanciel physique, c'est aussi le distanciel d'implication. Une des grandes tendances qu'on voit évidemment apparaître avec la grande démission, enfin, toutes ces thématiques, c'est que les gens, et en particulier les jeunes, commencent à prendre de la distance par rapport au travail. C'est-à-dire le travail est une chose importante et cette notion de valeur travail qui ferait que toute sa vie serait organisée autour du travail est en train de changer. Les chiffres de la France ne sont pas bons. Alors, on y reviendra sans doute tout à l'heure, mais par exemple, nous avons les salariés les plus stressés. Nous avons les salariés qui, dans les enquêtes européennes, indiquent le plus fréquemment que leur entreprise ne s'intéresse pas du tout à leur bien-être. 2 fois plus de salariés français par rapport aux salariés allemands, etc. Et lorsque les salariés français indiquent « oui, mon entreprise s'intéresse un peu à mon bien-être », plus de la moitié indique que c'est de manière très superficielle. Il ne s'agit pas de mettre une table de ping-pong ou des séances de relaxation dans l'arrière-salle pour s'intéresser au bien-être. Donc, on voit cette problématique. La problématique, c'est aussi que la France, là encore, est très en retard. Moi, j'ai la chance de travailler un petit peu avec la Commission européenne et les chiffres français ne sont pas bons, même s'ils sont en train un petit peu de s'améliorer. C'est-à-dire, par exemple, on y reviendra, c'est-à-dire que la plupart des entreprises n'ont pas d'indicateur pour piloter cette action. Et quand on veut piloter une action stratégique, comme devrait être en effet la préservation de la santé mentale au travail, il faut des indicateurs. Les entreprises ont tous des indicateurs de performance financiers, stratégiques, etc. Et la deuxième chose, c'est la faiblesse du management français qui a été encore plus déstabilisé par l'apparition du distanciel. Le management français était surtout formé, j'allais dire de manière un peu brutale, à surveiller les collaborateurs. Et comment peut-on les surveiller quand on ne les a pas sous les yeux? Et donc, alors que beaucoup de formes de management étaient plutôt l'accompagnement, l'aide, le soutien, etc., le management français était très en retard. Un dernier chiffre, je ne veux pas vous inonder de chiffres, mais ces chiffres sont intéressants pour montrer la mauvaise position de notre pays par rapport à nos voisins européens. C'est qu'à la question toute simple, votre manager est-il une source de stress pour vous? C'est une question simple, étudiée dans des panels de dizaines de milliers de salariés européens. Eh bien, 60% des salariés français répondent oui, mon manager est une source de stress pour moi, alors qu'ils ne sont que 10% en Norvège. Ces chiffres nous montrent l'importance, en effet, du management. Donc, on voit un petit peu que la situation n'est pas brillante.
Et il faut aussi situer la problématique de la santé mentale au sein, comme je le disais tout à l'heure, de la santé mentale globalement. Les épisodes de Covid et toutes les enquêtes faites par exemple par Santé publique France dans notre pays montrent l'accroissement considérable des troubles anxieux et dépressifs dans la population générale et en particulier chez les jeunes. D'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure, les jeunes sont très impactés aujourd'hui par ces choses-là, non seulement en population générale, mais en population du travail. Et en effet, cet impact très fort de l'impact sur la santé mentale dans notre pays se répercute aussi sur le travail. Et donc, on a cette problématique. Alors, là encore, on est face à des enjeux considérables. Moi, en tant que médecin, évidemment, je mets en avant l'enjeu de santé, parce que les burn-out, les suicides, les dépressions liées au travail sont en pleine croissance. Santé publique France, dans les dernières études, montre un accroissement régulier depuis une dizaine d'années, alors que depuis une dizaine d'années, on s'en intéresse encore plus. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus, j'allais dire, de problèmes, ce qui fait que même si on agit, on n'arrive pas à agir? Ou est-ce que ça veut dire aussi que l'on n'a pas mis en œuvre les moyens les plus efficaces? Je pense que les réponses sont dans les deux domaines. Donc, on a une vraie problématique et les enjeux de santé sont là, mais il y a aussi les enjeux de performance économique, on a les enjeux d'attractivité, et ça, ce sont des enjeux nouveaux que les pays d'Europe du Nord avaient bien saisis depuis longtemps. D'ailleurs, les pays d'Europe du Nord qui sont intéressés à ces problématiques l'ont fait en plein emploi. La Suède, le Danemark, dès les années 70, s'intéressaient à ces problématiques quand le taux d'emploi était le plein emploi, c'est-à-dire avec 5% de chômage, et que leur problématique, c'était comment attirer les gens chez moi, et comment attirer les gens et le bien-être au travail. Et on voit aujourd'hui que l'attractivité est une question importante dans le monde du travail. Il ne s'agit pas simplement, comme j'entendais dire il y a quelques années, si les gens ne sont pas contents, ils ont qu'à aller ailleurs, il y en a 10 qui attendent à la porte, et que si les gens se plaignent de souffrir au travail, eh bien ils ont qu'à nous quitter, nous en trouverons d'autres pour les remplacer. On est dans une problématique complètement différente, à la fois la préoccupation de la santé mentale, à la fois la crise Covid qui a rebattu les cartes concernant l'organisation du travail, les rapports humains avec le travail, et à la fois dans le problème de l'attractivité du plein emploi. Et là, ce sont des questions qui impactent directement les responsables des ressources humaines, évidemment. Merci Patrick d'avoir fait ce panorama qui n'est pas des plus réjouissants, mais néanmoins, ça démontre l'absolue nécessité de traiter le sujet et que c'est une vraie réalité. Donc, Emmanuel, je me tourne vers vous et est-ce que vous pourriez, vous, nous retracer l'évolution de votre approche qui a été centrée chez Engie historiquement sur la sécurité physique des personnes et vers une démarche qui maintenant, alors c'est très lié évidemment à tout ce contexte qu'on vient d'évoquer, Patrick, puisque vous l'avez évidemment vous aussi vécu chez Engie dans l'entreprise. Comment vous êtes arrivé petit à petit à avoir une démarche qui englobe aussi ce que vous appelez la sécurité psychologique et la santé mentale de vos collaborateurs? Oui, absolument. En fait, ce que vient de nous retracer Patrick, c'est l'histoire d'Engie. Hein. Comme beaucoup d'entreprises, en fait, on a suivi l'évolution qui vient de nous être présentée. Alors, chez Engie, historiquement, on est un groupe industriel, hein, né de la fusion de Suez et de Gaz de France, où la notion de risque et de sécurité a toujours été essentielle. Hein. Mais à la grosse différence de la prévention de la sécurité physique, où là, les choses sont assez simples. Hein. Souvent, je cite un exemple, que vous soyez n'importe où dans le monde, puisque la particularité aussi du groupe Engie, c'est un groupe international, donc présent dans plus de 25 pays dans le monde. La différence avec la sécurité physique, c'est que si vous travaillez en hauteur et qu'on vous explique qu'il faut porter un harnais pour votre sécurité, pour éviter la chute, c'est compréhensible assez aisément, quel que soit l'endroit, que vous travaillez aux États-Unis, en Allemagne, au Pakistan ou en Amérique du Sud, ou même en Afrique du Sud. Donc, c'est des choses qui sont assez faciles à mettre en place. Par contre, vous savez ça aussi bien que moi, mais la prévention des risques psychosociaux est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, puisque on n'est pas tous égaux face au stress, on ne réagit pas culturellement de la même façon sur ces sujets-là, et c'est donc beaucoup plus compliqué de mettre en œuvre des politiques globales. C'est la raison pour laquelle le groupe, alors nous,
pour reprendre ce qu'a dit Patrick, le groupe dès 2008, au moment où des suicides chez France Télécom, cette prise de conscience qu'évoquait Patrick. Donc le groupe s'est évidemment intéressé plus fortement encore à ces questions-là. Et l'originalité, alors je sais pas, souvent je dis l'originalité parce que la plupart du temps, ce que vous n'avez pas dit, Marie, c'est que moi, je n'appartiens pas à la filière RH. Oui. Je travaille dans la filière santé-sécurité, d'accord ? Mais que beaucoup de mes interlocuteurs, alors externes évidemment, comme aujourd'hui, sont plutôt des gens de la filière RH, mais même au sein du groupe, dans certaines de nos entités opérationnelles, les actions de prévention en matière de prévention des risques psychosociaux sont portées aussi quelquefois par la filière RH. Mais tout ça pour vous dire que, en fait, le groupe a pris, parce que c'est dans son ADN, a pris en charge cette question de la prévention des risques psychosociaux sous l'angle risque, comme le risque de travail en hauteur, comme le risque électrique ou un risque en tout cas physique. Donc la prévention de ce risque a été organisée sous cet angle-là. Et donc, notre plan d'action, d'ailleurs, groupe, repose sur ces deux piliers. Un pilier qu'on appelle le No Life at Risk, qui est là pour mettre en prévention les risques physiques. Et puis, l'axe dont je m'occupe aujourd'hui pour le groupe Engie, c'est le No Mind at Risk, où on met en place un certain nombre d'outils dont on parlera tout à l'heure, un certain nombre d'outils qui sont là pour prévenir les risques psychosociaux, mais toujours avec cet ADN d'industriel, à savoir prévention, les 3 niveaux de prévention qui existent depuis très très longtemps sur la prévention des risques physiques, à savoir la prévention primaire, secondaire et tertiaire. Et donc, en ce qui nous concerne, on a aussi une évolution en matière d'approche de ces risques, puisque tout ce qu'a évoqué Patrick, évidemment, le groupe l'a vécu. Et aujourd'hui, on assiste aussi à l'émergence de nouveaux risques liés à la prévention des risques psychosociaux, notamment face aux agressions externes, notamment les agressions clients. Et ce qui me fait dire aujourd'hui, alors là aussi, c'est un des sujets qu'on va aborder, mais comme ça, je le pose déjà peut-être en préambule. Souvent, on se dit… Alors, mais même au sein du groupe, moi, j'ai eu ces réflexions qui consistaient à dire, alors évidemment, je vais le caricaturer, mais je pense que le fond, et je ne suis pas loin de ce que pensaient vraiment les gens, en disant oui, les RPS, c'est une problématique de gens de bureau. C'est nous, quand on est industriel, quand on est un technicien, en gros, on n'a pas les moyens, on n'a pas le temps d'avoir des risques psychosociaux. Or, en fait, et notamment avec l'émergence de ce risque que je viens d'évoquer, à savoir les agressions notamment de clients, on se rend compte qu'évidemment, ce n'est pas le cas. Et de plus en plus de nos techniciens subissent ce genre d'agression. Et c'est une vraie difficulté, c'est une nouveauté. Et on voit bien que sur le sujet, en fait, il y a une évolution constante et que rien n'est figé et qu'il faut être attentif à l'ensemble de ces nouveaux risques. Merci Emmanuel, ça permet de faire la transition pour une question que je voudrais adresser à Patrick sur juste, Emmanuel vient de citer le fait que oui, il y a les commerciaux ou ceux qui sont en lien avec les clients qui sont de plus en plus agressés par leurs clients de façon orale, évidemment. Donc Patrick, d'après vos observations, quelles sont les populations les plus touchées ? Et je reviens à cette question que j'avais dit à l'introduction. Est-ce qu'on peut dire que la santé mentale, ça touche, comme l'a exprimé Emmanuel, peut-être plus maintenant les cols blancs que les cols bleus, où tout le monde est soumis, je dirais, à la même enseigne? Et est-ce qu'il y a les fonctions maintenant les plus exposées aux clients, sont-elles finalement plus exposées que celles qui sont plus en back-office? Donc, est-ce qu'il y a une hiérarchie ou pas? Vous avez parlé des jeunes aussi. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire Emmanuel parce que c'est extrêmement important. C'est qu'il y a eu des grands débats il y a une vingtaine d'années dans notre pays pour savoir si les risques psychosociaux étaient des risques comme les autres ou des risques différents.
Depuis longtemps, les pays plus en avance que nous ont considéré que les RPS étaient des risques comme les autres. Et c'est pour ça qu'on voit surtout dans l'industrie dont la préoccupation sur les risques physiques, les accidents, etc., a été pionnière. Les constructeurs automobiles, on a beaucoup travaillé avec PSA Renault, les grands groupes industriels, chimiques, etc. Je me souviens très bien de la position que disait le DRH de Solvay à l'époque, Sibéras, Jean-Christophe Sibéras, c'est que lorsqu'il avait présenté à sa haute direction en Belgique, puisque Solvay est installé en Belgique, et il avait montré finalement que les cas de burn-out étaient plus importants que les accidents de travail et le coût pour l'entreprise plus important. Ça avait été un électrochoc pour la direction de l'entreprise qui mobilisait toute son action sur la prévention des risques physiques, car évidemment, dans l'industrie chimique, il y a beaucoup de risques physiques. Et là, ils ont pris conscience de tout cela. Donc là encore, l'industrie, le secteur de l'industrie a une culture de prévention qui est très forte et qui sait bien comment on aborde ce qui a été dit par Emmanuel, les aspects primaires, secondaires et tertiaires. Alors ensuite, concernant les RPS est un grand fourre-tout, mais depuis longtemps, l'Agence européenne de sécurité de santé au travail et aussi les grandes agences internationales expliquent, le NIOSH aux États-Unis par exemple, explique que finalement les RPS peuvent être catégorisés en 3 aspects. D'abord, le stress au travail, ensuite le harcèlement, et ensuite la violence. Et comme ça a été dit, les violences physiques, les agressions font partie intégrante des RPS. Et là, en effet, on voit qu'il y a certains secteurs d'activité, et Emmanuel a eu raison d'expliquer que des techniciens, des ouvriers en contact sur le terrain avec d'autres personnes peuvent être victimes d'agressions. Mais là, c'est une tendance sociétale très forte, puisque dans ma profession, on voit bien que les médecins généralistes aussi sont agressés physiquement. Et que, en effet, pour répondre à la question plus précise de Marie, qui est touchée, j'ai envie de dire, pour paraphraser Jean de La Fontaine, s'ils ne mouraient pas tous étaient frappés. Aujourd'hui, les RPS concernent tout le monde. Alors évidemment, il y a des différences un petit peu de quantité, de qualité, puisque évidemment, quand vous travaillez dans des bureaux, le problème de la violence physique, des agressions externes est limité, mais vous avez les charges cognitives, donc il y a des grandes différences de qualité de risques psychosociaux. Et d'ailleurs, dans les risques psychosociaux, il n'y a pas que la charge de travail. Depuis longtemps, on sait qu'il y a aussi les émotions très fortes qu'on peut ressentir au travail, les relations entre les gens, la violence, enfin, il y a beaucoup de choses. Mais pour répondre à la question, aujourd'hui, on voit que paradoxalement, c'est dans le secteur industriel que les RPS sont les moins importantes, et c'est davantage dans le secteur tertiaire qui se mobilise beaucoup moins. Les secteurs les plus touchés sont les secteurs de contact avec les gens, c'est-à-dire évidemment les secteurs de soins, les secteurs de sociaux, etc. Mais également les secteurs très tertiaires, par exemple les banques, les assurances, sont des secteurs extrêmement touchés. Alors, il y a eu des grandes évolutions concernant les populations ensuite. Pendant longtemps, on a vu que la population la plus touchée en termes d'âge, c'était la population autour de 35-45 ans. C'est d'ailleurs cette population qui a fourni le lot, si j'ose dire, majoritaire des suicides au travail. Quand on a analysé les suicides de France Télécom ou dans d'autres entreprises, ce sont des hommes de cette tranche d'âge qui ont été. Mais on a vu 2 choses apparaître. D'abord, c'est que les plus seniors étaient moins touchés par les risques psychosociaux, peut-être parce qu'il y a un certain désinvestissement quand on arrive en fin de carrière par rapport à son travail, et on y reviendra peut-être tout à l'heure. Les relations qu'on peut avoir avec son travail peuvent être extrêmement pathologiques ou au contraire protectrices de la santé. Avoir un investissement au travail de qualité est très protecteur de la santé. Les burn-out sont liés très souvent à un surinvestissement dans son travail. Ce n'est pas les glandeurs qui se suicident. Donc, cette population âgée était protectrice. Et ce qu'on a vu apparaître, ce qui est assez inquiétant depuis quelques années, c'est que les jeunes représentent maintenant un nombre important dans nos enquêtes, puisqu'à Stimulus, on fait beaucoup d'enquêtes concernant les niveaux de stress et de mal-être au travail, on s'aperçoit que la jeune population est beaucoup plus touchée maintenant que les 35-45 ans. Donc, les jeunes sont extrêmement touchés. Les femmes sont beaucoup plus touchées que les hommes, mais ça, c'est vrai de tous les troubles mentaux. L'anxiété, la dépression est plus fréquente chez les femmes, et ça se retrouve aussi beaucoup plus dans le milieu, j'allais dire, du travail. Et puis, une des choses qu'il faut noter aussi, c'est que les managers, pendant longtemps, ont été relativement épargnés. Moi, je travaille un petit peu à l'hôpital américain de Neuilly où on fait des check-up des grands dirigeants sur leur santé et dont leur santé mentale. Et dans les enquêtes, on voit que les grands dirigeants, ceux qui ont la chance d'avoir un check-up complet à l'hôpital américain de Paris, eh bien, sont à des niveaux de stress, de burn-out, d'épuisement relativement faibles par rapport à la population générale au travail. En revanche, les managers de proximité qui longtemps étaient épargnés sont de plus en plus touchés. Et aujourd'hui, on voit que ces managers, qu'on appelle les chefs d'équipe, les contremaîtres, enfin, qui gèrent
des petites équipes de quelques personnes, 5, 10, 15, 20 personnes, qui sont de proximité, sont maintenant les plus touchés et ont rejoint le niveau des salariés qui, pendant longtemps, les salariés, les employés étaient les plus touchés. Et donc, on a une véritable problématique de management sur laquelle on reviendra peut-être, parce que les managers sont à la fois des stresseurs, puisqu'on a bien vu que dans les enquêtes, les salariés français trouvent que leur management est très stressant pour eux, mais ils sont également stressés. Donc, ils ont une fonction qu'on connaît bien dans le management, entre le marteau et l'enclume, stresseur et stressé. Et donc, là encore, dans les recommandations dont on parlera peut-être tout à l'heure, le focus doit être mis sur le management et malheureusement, là encore, les formations managériales sont relativement peu développées, même s'il y a un boom considérable qui a eu lieu avec la Covid, puisque maintenant, les managers sont sensibilisés au fait qu'il va falloir manager à distance et manager avec des populations qui n'ont plus les mêmes attentes et manager dans des environnements de plus en plus incertains. Et donc, ce n'est pas facile pour eux non plus. Patrick, j'ai une question. Dans le chat, quelqu'un demande si on pourra avoir les références de l'enquête ou des statistiques que vous donnez. Oui, c'est quelques enquêtes, il y a 3-4 enquêtes faites. On pourra circulariser. Beaucoup d'enquêtes ont été faites avant la Covid. Il y a quelques enquêtes de Santé publique France et puis également de la DGT, pardon, de la Direction générale du travail. Et je fournirai en effet une référence. Il y a quelques remarques dans le chat. Dans la fonction publique, également accroissement des agressions par les usagers en guichet, service social, logement, mais aussi sur la voie publique. Voilà. Jean-Rémy qui nous dit que l'évolution de la réglementation du travail et la jurisprudence en France est aussi un facteur accélérateur des plans d'action avec la responsabilité pénale. Voilà. Mais c'est-à-dire que les moteurs, c'est très intéressant de voir un petit peu les évolutions de mentalité et les évolutions en fonction des pays très en avance. Nous, on est vraiment dans la mauvaise moitié de l'Europe sur nos actions dans ce domaine. C'est que le point de départ des actions dans les pays nordiques, ça a été les aspects économiques, c'est-à-dire le retour sur investissement, les journées d'arrêt, l'attractivité, enfin vraiment l'impact économique. Nous, les premiers accélérateurs ont été les risques juridiques, c'est-à-dire qu'on a bien vu avec l'affaire de France Télécom, nous, on nous a demandé d'intervenir, comment nous protéger, comment être sûr qu'on ne risque pas d'être sous le coup de la loi. Et malheureusement, dans les enquêtes aussi européennes, on s'aperçoit une question toute simple, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites pour la prévention des risques psychosociaux? Et la majorité des entreprises, pendant longtemps, disaient j'essaye de me mettre dans les clous par rapport à la législation. C'est-à-dire, je vais être là. Mais les pays d'Europe du Nord vont bien au-delà de la législation, parce que la législation, qu'est-ce qu'elle vous impose? Elle vous impose de ne pas altérer la santé. De ne pas altérer la santé, c'est-à-dire en effet, si vous avez un suicide, un burn-out qui est lié au travail, là vous êtes responsable juridiquement, l'entreprise a une responsabilité pénale. Mais les pays bien en avance que nous, ils s'intéressent au bien-être, comme l'a dit Emmanuel. Et le bien-être, on ne pourra jamais reprocher à une entreprise de ne pas travailler sur le bien-être de leurs employés. Il n'y a pas d'obligation de bien-être au travail, il n'y a pas aucune obligation légale. Donc il faut que les entreprises françaises se disent, il faut que je dépasse simplement mes obligations légales pour entrer dans une démarche beaucoup plus, j'allais dire, ambitieuse de bien-être et pas simplement dans une vision de bisounours, que les gens soient heureux au travail, mais dans une démarche aussi de performance économique, c'est-à-dire de motivation, d'implication, de baisse d'absentéisme, etc. Nous, quand on travaille dans des entreprises, on s'aperçoit souvent que les taux d'absentéisme sont très liés au mal-être au travail. Et donc, alors que, là encore, comme vous le savez sans doute, le taux d'absentéisme en France est parmi un des plus élevés de l'Europe. Oui, donc merci beaucoup Patrick pour cet éclairage et toutes ces populations. On voit bien que c'est un phénomène qui dépasse largement le cas de l'entreprise et qui malheureusement, quand on voit que les jeunes sont affectés, c'est problématique. Et ça me permet de faire le lien, Emmanuel, avec votre réflexion chez Engie et ce que vous, personnellement, vous avez initié. Vous avez dit, bon, arrêtons de ne se focaliser que sur le curatif, sur le constat, mais exactement comme l'a mentionné Patrick, d'essayer de se dire qu'est-ce qu'on peut faire à titre de prévention. Et vous avez fait une démarche que je trouve assez originale, je pense, et innovante sur comment on peut prévenir la santé mentale
en se focalisant sur des comportements vertueux, si je peux les qualifier ainsi, qu'il faut privilégier pour créer un environnement propice à un environnement de travail de qualité. Et est-ce que vous pourriez nous parler de ces fameuses 9 règles de prévention de santé mentale qui vous ont été largement inspirées par votre pratique réussie, des règles que vous avez mises en place pour sauver en matière de sécurité des personnes? Oui, absolument. Alors, encore une fois, hein, notre ADN étant ce qu'il est, on s'est reposé la question sur la prévention des risques psychosociaux, comment aborder le sujet. Et depuis de nombreuses années, dans le groupe existaient des règles qui sauvent. Elles avaient été appelées comme ça. Ces règles qui sauvent étaient nées de l'analyse des accidents et des accidents graves notamment qui avait pu y avoir dans le groupe et on avait ainsi édicté 9 règles qui étaient nos règles d'or en matière de sécurité physique des personnes. Hein. Il y en a une, alors je prends toujours cet exemple-là parce que c'est le plus simple, mais c'est quand je travaille en hauteur, je dois absolument porter un harnais. Voilà, et personne dans le groupe ne doit déroger à cette règle. Quelqu'un qui est amené à travailler en hauteur. Donc, il y avait 9 règles sur les principales activités du groupe. Et ces règles-là ont à peu près une quinzaine d'années. Et à l'époque, voilà, la prise en compte de la santé mentale n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce que je peux peut-être aussi vous préciser, c'est que quand je dis j'anime, je suis le pilote de cet axe, ce qu'on appelle No Mind at Risk, de la prévention des risques psychosociaux, de l'amélioration de la qualité de vie au travail. Évidemment, je ne suis pas tout seul pour ça. En fait, j'ai monté un réseau des référents QVT au sein de nos différentes entités, puisque le groupe, c'est 100 000 personnes et à peu près une cinquantaine d'entreprises ou de filiales. Et donc, j'ai bâti ce réseau pour essayer d'avoir une approche aussi très opérationnelle de la prévention des risques. Et donc, ces règles qui sauvent, qui existent depuis de nombreuses années, qui ont fait leurs preuves, puisqu'on a des taux de fréquence assez faibles dans le groupe, comparé à des entreprises comme la nôtre. Et donc, on s'est dit, mais il n'y a rien qui existe sur la prévention des risques psychosociaux. Et donc, on va créer des règles. Alors, nous, on les a appelées des engagements pour une meilleure qualité de vie au travail, hein, puisque on considère que prévenir ou favoriser, améliorer la qualité de vie au travail, c'est prévenir de façon primaire les risques psychosociaux. Donc, on a travaillé là-dessus et on a évidemment regardé, puisqu'on a travaillé aussi avec nos médecins du travail, on s'est attaché à regarder où se trouvaient les risques majeurs. On s'est appuyé aussi sur les domaines de l'ANACT, les fameux 6 domaines de l'ANACT qui qualifient le périmètre de la qualité de vie au travail. Et puis, on a ainsi créé 9 engagements, alors qui sont d'ailleurs, pour certains, nous disent oui, c'est du bon sens, c'est assez basique. C'est par exemple, je travaille dans le respect et la bienveillance. Je prends soin de mon environnement de travail. Je partage l'information. Je travaille en équipe dans toute sa diversité. Voilà. Et il y a je préserve mon équilibre vie privée, vie pro et celui des autres. Voilà, toujours dans cette idée que en adoptant les bons comportements ou les meilleurs comportements, on doit pouvoir résoudre ou prévenir un certain nombre de situations à risque. Alors évidemment, on n'a pas, avec ces 9 engagements, la prétention de prévenir toutes ces situations. Il y a notamment un des aspects qui est le plus difficile, selon moi, à traiter, qui est la charge de travail, parce que là, je m'adresse à des gens qui connaissent ça aussi bien que moi, c'est qu'à un moment donné, on est tous dans des sociétés, dans des groupes qui sont en perpétuelle évolution. On essaie toujours d'optimiser. D'ailleurs, il faut toujours faire attention à ce que le discours soit aussi cohérent avec les actes, hein, parce qu'il y a des fois, on peut avoir un discours ou une approche très QVT, et puis dans les faits, voilà, c'est pas toujours le cas. Et du coup, d'avoir ces 9 engagements, ça permet de
de travailler sur les comportements individuels de chacun, puisque ces 9 engagements s'adressent à chacun des salariés du groupe. Alors, ça repose sur un triptyque. Je vais prendre juste un exemple sur je travaille dans le respect et la bienveillance. En fait, ça, c'est l'engagement. Il y a un accompagnement avec quelques phrases qui donnent ce que le groupe attend de chacun de nous, salariés d'Engie, pour respecter cet engagement. Ça veut dire quoi? Travailler dans le respect et la bienveillance. Donc, on a listé un certain nombre de comportements à adopter. Qui permettent de répondre à cet engagement. Et puis, une fois qu'on a dit ça, on a dit, mais et le groupe et qui mieux que le manager représente le groupe et est le mieux placé pour ce genre de choses. Moi, en tant que manager, qu'est-ce que je peux faire? Comment je dois me comporter? Quels sont les meilleurs comportements à adopter pour favoriser, pour permettre à chacun des membres de mon équipe de respecter cet engagement? Et donc, au travers des outils et des comportements managériaux, on essaie sur ce triptyque de faire en sorte que chacun contribue à l'amélioration de la qualité de vie au travail. Et là, je rejoins, je suis à 200% d'accord avec ce que vient de dire Patrick. Il y a un enjeu énorme sur la ligne managériale, puisque c'est vraiment eux qui sont au plus près des équipes, des salariés du groupe, et qui donc sont à la fois, comme l'a dit Patrick, les stresseurs et ceux qui doivent préserver la qualité de vie au travail. Il y a aussi un enjeu nouveau et assez fort qui est post-Covid. Et là, Patrick l'a aussi très, très bien dit, à savoir ce management en distanciel, où on a vu que ça a énormément perturbé nos managers qui culturellement n'étaient pas habitués à ce type de management. Donc, on a aussi beaucoup travaillé chez Engie sur la ligne managériale. D'ailleurs, on a travaillé en priorité sur eux. On leur a dédié notamment un e-learning, une formation où on leur explique comment mieux travailler avec des équipes hybrides sur le télétravail. On essaie culturellement de changer aussi leur approche de ce que Patrick expliquait en disant moi, en tant que manager, mon boulot, c'est de surveiller mes équipes. Bah, là, on voit bien que quand on a la moitié de ces équipes qui est en distanciel, voire la totalité de ces équipes en distanciel, c'est plus du tout comme ça qu'ils font fonctionner. Et nous, il y a des études aussi qu'on a faites spécifiquement sur les managers qui ont montré qu'effectivement, le niveau de stress des managers, alors pendant le Covid, ça a été flagrant tout de suite, et même après post-Covid, où on a vu que c'était une population hyper fragile de ce point de vue-là, et qu'il a fallu qu'on accompagne au travers, encore une fois, de formations et puis on a mis aussi en place, vous savez, des groupes de parole pour essayer de libérer la parole sur ces sujets, parce que c'est pas toujours facile. Encore une fois, quand on aborde la question du risque physique, c'est assez simple à gérer. Quand on s'intéresse à l'humain, c'est beaucoup plus compliqué, et ça met aussi en difficulté, ça a mis en difficulté certains de nos managers qui disaient non, mais moi, je ne veux pas m'occuper de ça, moi, je ne veux pas, sur la détection, par exemple, et je crois aussi qu'on va en parler un peu plus tard, mais sur la détection de ces fameux signaux faibles, de dire mais à quel moment je peux me rendre compte qu'un de mes collaborateurs ne va pas bien, et surtout, une fois que j'ai vu ça, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je replonge la tête dans le sable en disant pop, c'est pas grave, je veux pas, parce que si jamais je déterre ça, comment je vais m'en sortir? Ce ne sont pas des sujets faciles. Et donc, pour revenir sur cette démarche de 9 engagements, elle s'adresse à tout le monde, et l'objectif, alors on parlait des indicateurs aussi tout à l'heure, on a lié ces 9 engagements parce que c'est très difficile de trouver les bons indicateurs en matière de RPS ou de QVT, appelez-le comme vous voulez, mais alors nous, on a les indicateurs classiques d'absentéisme. Bon. Et souvent, je disais, mais super, moi, quand on regardait tous les indicateurs du groupe, en fait, ils étaient très bons.
Et on pouvait se dire, ben, génial, tout va bien. Et en fait, quand on allait sur le terrain, on voyait bien que ce n'était pas tout à fait le cas. Et c'est normal, il y avait des situations de tension. Et donc, on a essayé de coupler ces engagements avec, on a une grosse enquête annuelle qui s'appelle NGNME, où on donne la parole aux salariés du groupe. Et parmi ces questions, on en a retenu quelques-unes qu'on a connectées à notre engagement, à chacun de nos engagements, pour permettre justement aux managers d'avoir cette image assez opérationnelle, en se disant, mais sur le sujet, par exemple, du respect et de la bienveillance, je regarde les indicateurs qui sont liés à l'enquête, et est-ce que je suis bon ou pas bon? Alors, est-ce que je suis bon ou pas bon? Ça veut dire aussi, par exemple, que mon résultat peut me paraître bon si j'ai 75% de membres de mon équipe qui ont plutôt un avis favorable sur le respect et la bienveillance au sein de l'équipe. Sauf que si je me compare au sein de ma business unit ou voire au sein d'Engie, voire même ce que permet notre enquête de se comparer avec nos pairs dans les autres groupes du secteur énergétique, on peut s'apercevoir que finalement, OK, j'ai 75% de mes collaborateurs qui sont satisfaits du respect et de la bienveillance, mais au sein d'Engie, on est à 80 et dans d'autres entreprises, on peut aller jusqu'à 90. Donc, j'ai aussi une marge de progrès par rapport à ça. Donc, voilà, c'était le sens de ces 9 engagements, de faire en sorte que on travaille sur les basiques, sur les comportements, et ce qui permet, enfin, à notre avis, de prévenir un certain nombre, encore une fois, comme je le disais, de situations à risque. Alors évidemment, c'est pas tout, ça ne va pas tout résoudre non plus. Merci. Je crois qu'il y a des questions dans le chat, Agnès, pour Oui, Emmanuel. absolument. Il y en a plein, mais liés à votre intervention, Emmanuel. Alors, pouvez-vous donner un exemple complet du triptyque des engagements de comportement clés? Une autre question. Chez Engie, avez-vous un contrat avec des psychologues extérieurs que les salariés peuvent appeler en cas de RPS? Un autre commentaire très intéressant. Possible d'avoir la liste de ces 9 engagements? Voilà. Et après, d'autres questions plus générales que je vais reprendre, mais peut-être on peut répondre à celle-ci. Alors, concernant les psychologues, on a 2 dispositifs, parce que ce que je vous ai peut-être pas dit aussi, c'est que on a, du fait de la taille du groupe, on a sur ce sujet-là, en tout cas, on a un mode de gouvernance qui est très très décentralisé. C'est-à-dire que le cadre, évidemment, la politique générale est fournie par le groupe, et après chaque entité, en fonction de ses particularités, puisque on a des entités qui sont uniquement industrielles. On a par exemple en Belgique des gens qui travaillent dans les centrales nucléaires, et puis aussi on a sur le B2C des plateaux clientèle qui passent 8 heures par jour au téléphone à répondre aux sollicitations clients. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une grande diversité de métiers. Et donc on a mis en place des lignes d'écoute et d'accompagnement. Donc, les numéros verts qui permettent à chacun de nos salariés de pouvoir disposer d'un psychologue du travail et de pouvoir exprimer de manière totalement anonyme sur certains sujets. Mais alors, je le dis d'autant plus facilement que tous les contacts que je peux avoir avec mes homologues dans d'autres grandes entreprises, moi, je trouve que ce système-là n'est pas super efficace, parce qu'en fait, on s'aperçoit que ils sont très, très peu utilisés. Alors, je peux vous citer une anecdote. Moi, j'ai eu le cas d'une situation un peu tendue où j'ai le sentiment qu'on a sauvé quelqu'un, pour parler très franchement. Et du coup, je me dis, ne serait-ce que pour ça vaut la peine de les maintenir. Mais on tente d'autres dispositifs, et notamment ce qui peut paraître surprenant au départ, parce que moi, j'aurais pas misé là-dessus, mais des psychologues qui sont de permanence, qui viennent régulièrement sur site. C'est ça qui est assez surprenant. Et en fait, ça marche très, très bien. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui,
on n'hésite plus à aller voir le psychologue du travail, même sur le site. Enfin voilà, il y a une libération aussi par rapport à ça, je trouve, qui est très très intéressante. Et donc voilà, on est encore sur certains sujets en phase exploratoire. Hein. Comme disait Patrick, les pays anglo-saxons du nord de l'Europe ou même les Canadiens, on travaille aussi avec une boîte canadienne là, qui s'appelle Global Watch, qui nous accompagne beaucoup sur ces sujets-là, où on essaie justement de récupérer tout le savoir qu'ils peuvent avoir sur le sujet. Mais ça, par exemple, ça fait partie des choses qu'on a mises en place et où, en tout cas, le groupe ne cherche pas à imposer un système en disant, voilà, il faut mettre ça en place et je veux voir qu'une seule tête et deux oreilles et ce sera pareil dans toutes les entités du groupe et sur tous les territoires ou sur tous les pays. Donc ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui est important de prendre en compte cette diversité et d'adapter en fonction les moyens ou les solutions en fonction des activités et des pays. Il y avait, sur le triptyque, vous pourriez y aller peut-être un peu rapidement et les 9 cas pour que j'ai le temps de poser toutes les questions aussi. Ça marche. Alors, sur le triptyque, alors, je voyais par exemple, j'en ai un, c'est je contribue au travail en équipe dans toute sa diversité. Ça, c'est un de nos 9 engagements. Et donc, les phrases d'accompagnement, donc on explique ce qui est attendu par le groupe en la matière. Donc, on a quelques phrases. C'est j'adopte un comportement inclusif, c'est-à-dire que je travaille avec l'ensemble de mes collègues sans distinction. Je favorise la solidarité. J'agis en évitant toute forme d'exclusion et de discrimination. Je cultive l'esprit de solidarité. Je développe l'entraide, le partage et le travail en équipe. Donc, ça, c'est ce qui est attendu chacun des salariés. Et en tant que manager, qu'est-ce qu'on demande? On dit, je suis attentif à ce que chaque collaborateur soit intégré dans l'équipe. J'intègre la diversité comme levier de performance dans mon équipe. En cas de nécessité, je me forme, puisqu'on a des formations aussi managériales sur la diversité. Je suis respectueux de la diversité et de la vie privée. Je considère avant tout la compétence de mes collaborateurs. Je refuse tout comportement. Vous voyez, on est dans le comportement individuel. Je refuse tout comportement ou propos inappropriés. C'est-à-dire que ça fait partie des engagements du manager de dire je ne laisse rien passer. Je condamne et dénonce toute forme de harcèlement moral ou sexuel. Je promeus la tolérance au travers de la charte éthique NJ, puisque un des outils qu'on a à disposition, c'est une charte éthique NJ. Et donc, on ne peut pas demander, le travail du manager, c'est d'aller expliquer et de faire en sorte que les membres de son équipe la connaissent et l'ont comprise. Je connais les ressources extérieures mises à disposition des salariés et en informe mon équipe. Donc là aussi, on a tout un tas de dispositifs sur le sujet. Par exemple, on a un autre numéro vert qui s'appelle Allo Discrim ou Allo Sexisme. Je signale à ma hiérarchie ou à un déontologue sur le sujet, on a un déontologue, les difficultés que je peux rencontrer dans l'application des engagements éthiques du groupe. Et donc, voilà, je me forme au module diversité. Donc voilà, et sur chacun des 9 engagements, on a cette approche. Donc, l'engagement, ce qui est attendu pour chacun des collaborateurs du groupe, et ce que moi, en tant que manager, je peux réaliser, je dois faire, comment je dois me comporter, quels sont les meilleurs comportements managériaux à adopter pour favoriser le respect de chacun des 9 engagements. Patrick, est-ce que je pourrais vous demander de citer dans le chat vos 9 engagements, si ça ne vous dérange pas, de manière à ce que je puisse continuer à poser les questions? Bien sûr. Voilà, merci beaucoup, Emmanuel. Donc, Patrick, alors, qu'est-ce que ça suscite, là, cette démarche novatrice NJ? Quelques commentaires, oui? Vous auriez d'autres recommandations? Non, mais ça se dit, c'est un bravo, parce que si toutes les entreprises fonctionnaient comme NJ, je pense que beaucoup de problèmes auraient été résolus dans notre pays. Moi, je suis très sensible à cette notion d'engagement et je suis surtout très sensible au fait que les engagements étaient déclinés de manière un peu concrète. Parce que les chartes d'entreprise pullulent et depuis toujours, notre première ressource, c'est l'être humain. Et avec ces formidables chartes éthiques et de l'humain, etc., on s'aperçoit le décalage entre les chartes et les pratiques. Et j'ai souvent dit que les chartes des entreprises sur l'humain étaient souvent des cache-misères pour permettre de faire n'importe quoi derrière.
Donc, je trouve que de décliner de manière concrète, par exemple, ce que c'est que la bienveillance et de dire des choses, les Québécois sont très en avance. Par exemple, ils vous expliquent que le respect consiste simplement à dire bonjour quand on entre dans une pièce. C'est très précis. Et c'est considéré que si on ne dit pas bonjour quand on entre dans une pièce, c'est une faute professionnelle, de même qu'un chirurgien qui ne se laverait pas les mains avant d'entrer dans le bloc aurait une faute professionnelle. Donc, c'est considéré. Mais la question qu'on se pose à travers tous ces engagements et ces comportements, c'est quid de leur évaluation et quid des conséquences? Par exemple, est-ce que ce sont des critères, par exemple, de notation, d'évaluation des managers concernant ça? Est-ce que les managers, et là, il y a très, très peu d'entreprises, moi, je ne connais pas suffisamment NJ, mais il y a très peu d'entreprises qui font de ces critères des critères à la fois d'évaluation des managers et de leur carrière. Et très souvent, malheureusement, les seuls critères d'évaluation des managers, c'est leur performance. Ce n'est pas du tout les comportements humains qu'ils ont vis-à-vis de leurs équipes. Et puis, je pense, quand on a une approche un petit peu globale de la problématique des RPS, on s'aperçoit que et finalement, les actions sont dans 3 domaines. D'abord, le domaine de l'entreprise elle-même, c'est-à-dire l'entreprise doit avoir des modes de fonctionnement, d'organisation qui préservent la santé mentale. Ensuite, le rôle du management, qui est fondamental, qui est sans doute crucial et sur lequel il faut sans doute mettre le paquet, comme on dit, parce que les retards est considérable dans ce domaine. Et puis aussi, les responsabilités des individus. Les individus entre eux ont un rôle extrêmement important et à jouer là-dedans. Ensuite, sur les problématiques des RPS, je pense qu'il y a des problématiques qu'il faut adresser de manière beaucoup plus forte. Par exemple, les problématiques de respect entre la vie personnelle et la vie professionnelle, qui sont des facteurs extrêmement importants. Et aujourd'hui, il y a une demande très forte des jeunes générations, mais également dans toutes les enquêtes européennes et françaises, le bon équilibre entre vie personnelle et professionnelle est un facteur de protection mentale. Le problème de la charge de travail, mais la charge de travail est un problème extrêmement complexe parce que d'abord, la charge de travail, c'est toujours très compliqué à évaluer, mais on voit bien que la charge de travail est liée à d'autres facteurs de risque. Par exemple, quand vous avez une charge de travail importante, mais qu'en même temps, vous avez beaucoup de reconnaissance dans ce que vous faites, la perception de la charge de travail est beaucoup plus faible. Donc, on voit des gens qui finalement se plaignent sincèrement d'avoir trop de travail, alors qu'en fait, objectivement, ça ne semble pas énorme, mais parce qu'ils n'ont aucune reconnaissance. Donc, on voit bien l'interaction entre tous ces facteurs de risque psychosociaux. Et ces facteurs de risque psychosociaux ont besoin, pas simplement d'être déclinés dans une charte, mais aussi d'être déclinés, j'allais dire, dans des grandes thématiques et qui ne sont pas simplement les relations humaines. Emmanuel a raison. Les relations des individus, entre autres, c'est-à-dire les relations de non-respect, d'absence de bienveillance, de non-empathie, de non-intelligence émotionnelle, parce que les individus ont des émotions dont il faut tenir compte, sont des facteurs importants. Mais il y a également le sens qu'on donne, la diversité des activités. Il y a toute une série de facteurs de risques psychosociaux qui dépassent simplement les simples relations entre les individus. Alors, ce qu'a dit Emmanuel me plaît aussi beaucoup, c'est-à-dire le rôle de nous, cette nébuleuse psy, parce que dans les psys, il y a les psychiatres, les psychothérapeutes, les psychologues, etc., est extrêmement important. Et c'est vrai que les numéros d'appel en cas de détresse sont importants, même si on a des fois le sentiment qu'ils sont peu utilisés. Mais j'ai envie de vous dire, je fais souvent une analogie avec le filet pour les trapézistes. Heureusement, le filet, il ne sert pas à grand-chose. Et que la plupart du temps, les trapézistes, ils ne se cassent pas la figure. Mais quand il y en a un qui se casse la figure, le filet est bien utile. Et donc, le sentiment que ces numéros n'ont pas une grande utilité, comme l'a dit fort bien Emmanuel, ils permettent souvent d'éviter des drames. En revanche, notre expérience qui rejoint celle de NJ, sur la présence sur site. D'abord, la présence sur site permet aux psychologues, pas simplement d'avoir une salle où on peut aller les consulter, mais de se promener, de dire bonjour, de faire du wandering management, d'aller se promener, de serrer les mains, de regarder sur le terrain. Et là, le psychologue devient finalement à la fois aussi bien pour que le manager fait partie intégrante, j'allais dire, de l'équipe, avec qui on peut évidemment aller se confier de manière complètement anonyme et éthique, etc. Et donc, on a cette présence-là. Tout ça sont des choses importantes, mais tout ça sont des choses aussi, j'allais dire, de prévention secondaire ou tertiaire. Je pense que l'action principale aujourd'hui à mettre en place, c'est l'action de prévention primaire. Et malheureusement, même si notre ministre
de la Santé a inclus maintenant dans la dénomination de son beau ministère, ministère de la Santé et de la Prévention. C'est une nouveauté en France, on est content. Nous sommes très en retard. Combien d'entreprises aujourd'hui me disent on n'a jamais eu de problème de suicide, de burn-out, pourquoi on s'intéresserait à ces problématiques? C'est-à-dire un peu comme si on disait qu'on n'a jamais eu d'incendie dans son usine, pourquoi s'intéresser à la prévention de l'incendie? Il faut attendre souvent en France que le drame soit là pour agir. Et donc la prévention primaire est importante. Et comme l'a dit Emmanuel, je pense qu'elle passe par une sensibilisation de tous, une sensibilisation au plus haut niveau. Et là encore, à la différence des pays plus en avance que nous, c'est que les dirigeants ne sont pas suffisamment impliqués là-dedans. Ce sont des thématiques qui les intéressent, mais c'est des thématiques dont ils se dessaisissent au profit de spécialistes. Et la structure que présente Emmanuel, qui n'est pas forcément ressources humaines, a un intérêt. Moi, j'ai vu des grands groupes dans lesquels les responsables santé, sécurité au travail étaient détachés directement auprès de la direction générale. Et là encore, c'est important. Et moi, je dis souvent le rôle des RH, entre autres, puisqu'on en parlera peut-être un petit peu en conclusion, le rôle des DRH dans cette dimension, dans cette problématique, c'est évidemment de convaincre leur direction générale que c'est une thématique importante et de les impliquer. C'est toujours très intéressant pour moi de voir, puisque j'interviens des fois dans des COMEX et CODIR, je veux dire que ce n'est pas la majorité. La majorité des entreprises qui s'engagent là-dedans n'impliquent pas énormément leurs dirigeants. Combien de fois j'ai entendu dire, vous savez, notre COMEX est très pris, non, il n'a même pas 1 heure à vous consacrer. Quand on a dit ça, ça prouve le faible intérêt. Et tant que le dirigeant n'a pas fait de cette problématique une problématique majeure, stratégique, aussi importante que la problématique de recherche-développement, que la problématique de développement commercial, développement international, c'est une problématique majeure. Et donc, là encore, on a un rôle important à jouer. Et puis, pour conclure, c'est évident que la formation est importante, la formation de tous, sans exception, managers, salariés, etc. Et là encore, les pratiques de formation ne sont pas toujours adaptées à l'importance du sujet. Voilà. Merci. Je crois qu'il y a des questions, Agnès, plus particulièrement pour Patrick. Alors, on avait une question tout à l'heure de Jean-Philippe. Question sur l'évolution récente de la santé mentale en cette période de sortie de Covid. Est-ce que nous revenons aux tendances de long terme après le pic de périodes de confinement successifs ou constate-t-on une poursuite de la dégradation? C'est très intéressant de regarder un petit peu, là c'est surtout les travaux de Covid-Prep, c'est-à-dire publiés par Santé publique France, qui est notre grand organisme épidémiologique de santé en France. C'est qu'on a vu des phénomènes extrêmement intéressants qui sont de mieux en mieux analysés, c'est-à-dire la première période de confinement n'a pas perturbé beaucoup la santé psychologique des gens. C'est très intéressant. Le deuxième épisode a un peu plus perturbé, c'est-à-dire 2021. En 2020, il n'y a pas eu d'énormément. D'ailleurs, quand on a regardé les problématiques de suicide, qui sont un des indicateurs, pas le seul évidemment de la santé mentale, on s'est aperçu que les suicides pendant la période de confinement étaient plutôt à la baisse par rapport à ceux qu'on connaissait avant. Et les problèmes des suicides en France, c'est un vrai problème parce que malgré les idées reçues, nous sommes un pays extrêmement peu en avance sur la prévention du suicide. On pense toujours que c'est les pays d'Europe du Nord qui se suicident le plus. C'est vrai, mais on est au même niveau qu'eux et on est dans la mauvaise moitié du taux de suicide en France par habitant. Ensuite, on a vu en effet que les suicides ont repris un petit peu, même s'ils diminuent, et que la santé mentale, à la sortie de ces épisodes, loin, alors que les confinements disparaissaient, eh bien, les troubles mentaux, les niveaux d'anxiété et de dépression n'ont pas décru, et qu'aujourd'hui, les dernières études de Santé publique France en population générale nous montrent que les niveaux d'anxiété et de dépression sont à un niveau jamais atteint en France, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a environ 40% de la population qui a un niveau d'anxiété trop élevé et 7 à 8% à des niveaux quasiment dépressifs, ce qui est très, très élevé, puisqu'en général, les chiffres sont un peu plus bas. Et donc, on a cette problématique. Donc, on a une problématique qui fait que la Covid a sans doute été un catalyseur, j'allais dire, des souffrances psychologiques, de la remise en question et du questionnement des gens, j'allais dire, sur leur vie. Et ça aboutit en effet à des niveaux d'anxiété et de dépression plus fortes, et puis aussi à des remises en question de leur relation au travail. Là encore, aujourd'hui, dans le travail, on a un petit peu ce qu'on observe en population générale,
par rapport au travail, on a une relation qui n'est pas simplement une relation de souffrance, mais une relation, j'allais dire, de résignation. Et là, c'est extrêmement intéressant parce que dans les émotions humaines, vous savez, dans les émotions humaines qui sont importantes, vous avez évidemment les émotions de peur, les émotions de tristesse, de colère, de révolte, etc. Et ce qui est plus important, c'est les émotions de résignation, c'est-à-dire je ne vais pas vous faire des expérimentations animales, mais quand on voit qu'une souris est résignée à recevoir des chocs électriques, elle a beaucoup de difficultés à s'en sortir qu'une souris qui finalement a peur de recevoir un choc électrique parce qu'elle s'en sort beaucoup mieux. Et donc la résignation apparaît être un moteur, j'allais dire, psychologique extrêmement négatif. Et là encore, s'associe à la souffrance au travail maintenant une espèce de résignation, ce qui n'est pas bon signe pour la santé mentale, parce que la résignation, l'acceptation, le sentiment à quoi bon, je ne peux rien faire, etc., c'est vraiment l'attitude d'un dépressif. Un dépressif, il dit quoi que je fasse, ça ne sert à rien. Alors quelqu'un qui ressent de la colère, il va se battre. Quelqu'un qui ressent de la peur, il va éviter une situation. Et donc, c'est une situation qui est extrêmement néfaste pour la santé mentale, mais en même temps, c'est une émotion, c'est un mode de fonctionnement mental qui est extrêmement néfaste pour les entreprises parce que la résignation fait qu'il n'y a plus de motivation, etc. Donc, on est aujourd'hui dans des états un petit peu psychologiques au travail avec des forts niveaux d'anxiété et dépression, mais en même temps s'y ajoutent des états un petit peu de résignation, d'abandon. Et je pense que la solution passe encore par non seulement la prévention des risques psychosociaux, redonner, on en parle toujours, du sens au travail, mais ça veut dire quoi redonner du sens au travail? Ça veut dire faire en sorte que le travail soit une valeur importante, mais pas la seule. Là encore, il y a tout un discours ambiant sur lequel je ne veux pas revenir, à savoir que le travail serait la seule solution pour l'économie. Ça, je n'ai pas d'expertise à dire là-dessus, mais dans la seule solution pour un individu de se développer, je pense qu'il y a des vrais questionnements qui doivent se poser. Et les entreprises, à leur faible niveau, parce qu'évidemment, nous sommes dans des problématiques macro, nous sommes dans des problématiques sociétales, mais l'entreprise aussi doit se poser la question là-dessus. Qu'est-ce qui fait du sens au travail? Qu'est-ce qui fait qu'un individu est heureux au travail? Et là encore, les recherches en psychologie nous apportent beaucoup de choses. Moi, ce que je regrette souvent, c'est que les connaissances en psychologie sont extrêmement fortes sur le bien-être. La psychologie positive est une science très forte qui permet d'expliquer pourquoi il y a des gens qui sont heureux et pourquoi il y a des gens qui sont malheureux. Et c'est intéressant de savoir qu'il y a des facteurs extrêmement importants. Et toutes ces recherches nous montrent un petit peu, en effet, qu'il y a non seulement la qualité des relations humaines, et je suis content que Engie travaille énormément là-dessus, parce que lorsqu'il y a de bonnes relations humaines, lorsqu'il y a une proximité, un respect, une bienveillance, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle souvent les pays d'Europe du Nord sont classés en tête des pays où les gens sont heureux, heureux comme un Danois, dit-on souvent, parce que la proximité des relations est très forte, il n'y a pas de hiérarchie sociale très marquée. La première ministre du Danemark, on la retrouve chez Lidl en train de faire ses courses et dans la file d'attente en train d'attendre tranquillement et de ne pas couper tout le monde pour passer avant parce qu'elle est première ministre. Donc, il y a une mode de fonctionnement, de respect, de proximité humain, mais également dans la qualité du bonheur en France, il y a, dans les travaux que font des grandes entreprises, qui ne sont pas simplement de la psychologie, mais par exemple les recherches de l'OCDE sur le bonheur des nations, nous montrent que, évidemment, au-delà des relations humaines, il y a le sens qu'on donne, l'équilibre qu'on a entre plusieurs investissements. Vous savez, la vie, c'est un peu comme les actions. Si vous allez voir votre banquier et vous dit où est-ce que je peux placer mon argent, la première chose qu'il vous dira, il dira diversifiez vos placements. Ne mettez pas tout sur la même action, diversifiez vos placements. Et là encore, il faut diversifier ces placements émotionnels. Le travail est peut-être un placement important, mais il y en a d'autres choses. Et là, les entreprises doivent beaucoup se préoccuper par ça. Et là encore, il y a beaucoup de chemin à faire. Moi, je discutais avec des recruteurs, je discutais avec des entreprises sur le recrutement et certaines avaient l'air complètement désabusées en disant, moi, j'ai des jeunes qui arrivent en me disant, oui, je veux bien, mais moi, je veux élever mon enfant, mes RTT, c'est comment? Moi, je participe à une chorale de flûte et je veux continuer à faire ça. Et ces gens disent, vous voyez, la valeur travail, ils arrivent tout jeunes dans leur boulot, ils commencent déjà à parler de leur… Oui, moi, de mon temps, je me donnais à corps et à cri, eh bien, je trouve que c'est de bonnes attitudes. Et là encore, il y a encore beaucoup d'affaires et il y a beaucoup d'entreprises un peu New Age dans des pays très en avance. Quand les jeunes arrivent en disant, moi, il n'y a pas que le travail, je veux pouvoir élever mon enfant qui vient de naître, etc., sont plutôt considérés comme des choses positives que négatives. C'est-à-dire qu'on voit que les gens ont des investissements ailleurs. Et d'ailleurs, tout ça est construit au-delà des risques psychosociaux, cette notion de bien-être, d'équilibre de vie. Et le travail à son niveau d'entreprise doit vraiment se poser la question. Et donc, on n'est pas uniquement sur des problèmes
de compétences managériales, d'engagements managériaux, même s'ils sont très forts. On est sur une politique de l'entreprise qui va au-delà simplement de prévention des RPS, c'est-à-dire construire c'est-à-dire une certaine satisfaction du travail dans un domaine. C'est quand même étonnant de voir, je ne vais pas entrer dans les débats sur les réformes de la retraite, mais nous sommes le pays dans lequel, là encore, les enquêtes européennes le montrent, dans lequel les salariés disent le plus « vivement la retraite ». Vivement la retraite. C'est-à-dire que dans les autres pays, on ne dit pas vivement la retraite, on s'intéresse à la qualité du travail. Donc, on voit un petit peu le travail qu'ont les entreprises, même si on se doute que la problématique est beaucoup plus sociologique, macro, etc., et de politique générale d'un pays. Agnès, tu vois une autre question? Oui, il y avait une question sur l'impact du travail hybride. Avez-vous évalué l'impact du travail hybride sur la santé mentale? La plupart des réunions sont désormais sur Zoom. Qu'en est-il du lien humain? D'ailleurs, on a posé la question sur notre conférence. C'est vrai qu'avant, avec Marie, on organisait des petits déjeuners, puis après, on échangeait. Il y avait toujours un café, des croissants. Et on se disait qu'on allait les reprendre. Donc, la prochaine, on essaiera de la faire en présentiel. Je ferme la parenthèse. La question s'adresse à moi peut-être, non? Oui, je pense. La question nécessite d'être un peu plus étudiée. On a pas mal de données aujourd'hui, mais on ne les a pas complètes. Maintenant, il y a le bon sens, c'est ce que font beaucoup d'entreprises. C'est-à-dire le télétravail, certes, mais à quelle dose? Je veux dire, on peut pas complètement évacuer le télétravail, qui a représenté quand même quelque chose qui a été très plébiscité par les salariés. Parce qu'il ne faut pas oublier que parmi le stress au travail, il y a le stress des déplacements. Même si c'est autour du travail, il y a quand même dans les grandes métropoles, Paris évidemment, mais même quand on habite Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lyon, etc., le temps qu'on passe dans les embouteillages ou les transports publics qui ne sont pas toujours à la hauteur fait qu'on a une source de stress. Donc là encore, on a évidemment supprimé beaucoup de sources de stress, avec quand même quelques problèmes. Le problème de la rupture entre vie personnelle et professionnelle, donc là, et puis aussi, il faut toujours se méfier, je vais être un petit peu Cassandre, mais il faut toujours se méfier de ce qui est plébiscité par les salariés. En termes de santé, par exemple, si vous demandez à un fumeur sa satisfaction à fumer, il va vous dire « oui, mais je serais content de fumer ». Mais si vous évaluez ça en termes de santé, c'est dangereux pour sa santé. Et donc, évidemment, le plébiscite de télétravail est fort, mais je ne suis pas sûr que ça maintienne la santé mentale des individus. Moi, j'ai une anecdote dont je me souviens très bien, c'est-à-dire dans une usine d'automobile où les salariés avaient souhaité, à juste titre, partir plus tôt le soir, de finir une demi-heure plus tôt leur travail le soir. Et donc de raccourcir d'une demi-heure la pause du déjeuner en disant nous on peut déjeuner en 20 minutes, ça nous suffit. Et donc on avait supprimé avec l'accord évidemment de tous les partenaires sociaux, de tous les salariés, de tout le monde, etc. Mais on s'est aperçu que la pause du déjeuner était un moment important de convivialité, de protection mentale, etc. Et que finalement, alors que c'était plébiscité, c'était une erreur en termes de construction de la santé mentale. Donc là, je pense que l'analyse vraiment des risques pour la santé mentale doit être faite en tenant compte évidemment de ce que souhaitent les salariés, mais en tenant compte également de l'impact que ça a. Alors, l'hybride évidemment est relativement une bonne solution, mais il faut là encore avoir quelques règles de se retrouver. Le problème du télétravail, il est multiple. Et d'abord, on ne se rend pas compte de la charge cognitive que représente la présence sur un ordinateur. Et là encore, c'est une charge extraordinaire. On ne se rend pas compte également du type de relation qu'on développe avec les gens. C'est-à-dire que l'image qu'on donne de soi derrière l'écran, là, je viens juste faire un petit peu de pub sur le livre que je viens juste de sortir il y a une semaine avec Christophe André, s'appelle « La nouvelle peur des autres ». C'est-à-dire tous ces gens qui sont mal à l'aise en société, qui se réfugient derrière leurs écrans, parce qu'évidemment, la timidité, le trac, l'anxiété sociale est bien masquée à travers les écrans, etc. Mais on s'aperçoit que ces gens s'isolent de plus en plus. Et là encore, les relations humaines sont quand même complètement artificielles. Et donc, là encore, je pense qu'il est important de retrouver de la présence collective sur des lieux de travail et que tout ce qu'on a connu pendant le confinement, qui est évidemment nécessaire vu la situation épidémiologique du virus, apparaissait comme relativement dommageable. Les apéros visio, les pauses café distancielles, enfin tout ce qui était un peu gadget ne remplace pas, et donc il faut faire extrêmement attention, même si on sait aujourd'hui que les évolutions du monde du travail vont se faire beaucoup avec le digital.
Là encore, l'Agence européenne en 2019, c'est-à-dire juste avant l'épidémie de la Covid, a souligné à quel point la digitalisation du travail allait représenter encore des risques psychosociaux accrus. Emmanuel soulignait à juste titre, et on l'observe aussi nous, que les relations entre les individus, les relations violentes, d'agression, d'agressivité qui touchent maintenant tous les secteurs d'activité, même les professions qui étaient un peu épargnées, comme les pompiers, les médecins et respectés, eh bien maintenant sont mises en danger. Mais au-delà de ces relations violentes entre les individus, qui correspond un peu à notre état de la société, on s'aperçoit que la digitalisation est un problème auquel on n'apporte pas énormément d'importance. Et aujourd'hui, la digitalisation du travail avance à grands pas. Alors, le télétravail, le distanciel, etc., mais on entre maintenant dans les algorithmes de management, on va rentrer dans le métavers, et on va rentrer dans des situations de formation, de relations entre les individus qui vont être complètement déshumanisées. Là encore, les psys, évidemment, s'interrogent sur le fait que l'individu a-t-il la capacité de s'adapter à ces nouveaux environnements. L'individu a toujours eu la capacité à s'adapter. Je ne veux pas être de ceux qui avaient peur qu'un train entre dans leur gare et qui ont construit la gare d'Orléans à Fleury-les-Aubrais, parce qu'on avait peur du train qui entrait dans la gare, dans la ville, et donc il ne faut pas avoir peur de tout. Mais on a beaucoup de questions à s'interroger, à savoir sur qu'est-ce qui va se passer avec une digitalisation, une artificialisation des relations humaines. Et là, ce sont des véritables enjeux. Et pour l'instant, dans le concret, puisqu'en 2023, on n'est peut-être pas encore tout à fait là, mais le futur est proche, on est sur la question du télétravail. Le télétravail nécessite d'abord d'être hybride, c'est vrai. Et je trouve aujourd'hui que 2-3 jours, puisque c'est à peu près les normes que toutes les entreprises ont adaptées, c'est un bon équilibre. Après, ça va dépendre évidemment des secteurs d'activité, de beaucoup de choses. C'est un bon équilibre, mais il faut également que ce télétravail soit bien géré au niveau managérial. Les managers, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, Emmanuel l'a bien souligné aussi, les managers ne sont pas formés à manager en distance, donc ça demande de nouvelles compétences. Il faut que les gens aient des règles aussi d'utilisation, des règles, et que l'entreprise fournisse des modes d'utilisation du distanciel et du télétravail, avec des pauses et des choses importantes à respecter. Il faut tout ça, et il faut évidemment que les relations humaines ne soient pas perturbées. Et là encore, on a besoin de beaucoup d'études sur l'impact de santé mentale de toutes ces évolutions digitales. Et moi, la préoccupation que beaucoup de spécialistes ont sur l'évolution du monde du travail, c'est cette évolution de digitalisation qui va entrer en force parce qu'évidemment, l'intérêt économique et de performance est accru par toutes ces nouvelles techniques. Merci. Je pense que je vais passer maintenant à une de mes dernières questions. Et vous l'avez évoqué déjà, Patrick, sur le rôle des managers, puis le rôle du top management. Et j'aimerais aussi, puisqu'on a une audience de gens qui sont dans la fonction RH, demander aussi à Emmanuel, qui ne fait pas partie de la fonction RH et qui est rattaché à la direction générale, quel est le rôle qui est attendu en fait des RH, hein, au-delà du top management qui est critique. Qu'est-ce qui est attendu des RH? La question est pour moi, je dirais. La question est pour Emmanuel d'abord. Ah bon, d'accord. Voilà. En fait, alors de toute façon, c'est évidemment un travail collaboratif, hein, puisque il y a d'autres sujets qui touchent aussi à la qualité de vie au travail qu'on n'a pas forcément évoqué, tout ce qui tourne autour du care, des protections sociales et tout ça, et qui sont au cœur du métier RH. Et en fait, moi, je travaille quotidiennement en lien avec la filière RH du groupe pour mettre en cohérence toutes nos actions et les engagements. Alors, je fais une petite parenthèse, j'arrive pas à vous les mettre, mais je vous enverrai les slides que je peux vous proposer. Je vous les enverrai, Marie, comme ça vous pourrez les proposer. Mais, et donc, je travaille en permanence en relation avec la filière RH. Sur la question du top management, là, c'est assez simple, c'est comme pour tout. Ce qu'il faut, c'est avoir le sponsoring, quoi. C'est à partir du moment, je sais que moi, Catherine McGregor, notre directrice générale, est très investie sur le sujet, et il suffit qu'à un moment donné, elle évoque le sujet pour que derrière, ça ruisselle, quoi, et que tout le monde se mette en ligne. Et ça, c'est fondamental. On est passé, on a eu par le passé des moments où on a… D'ailleurs, vous voyez que moi, j'utilise beaucoup plus le terme risques psychosociaux aujourd'hui que qualité de vie au travail. Alors, c'est pas exactement la même chose, mais en fait…
Parce qu'on est passé par les errements qu'a évoqué Patrick en début de réunion, là où la QVT, c'était on a mis un baby-foot dans chaque salle de travail, de prise de travail, et on se disait c'est bon, on a fait le job, ou des massages ou des choses comme ça. Alors évidemment, ça reste et ça peut contribuer, mais tout ce qu'on vient de se dire ce matin montre que c'est beaucoup plus sérieux que ça, et le fait de parler de risques psychosociaux ramène les choses de manière un petit peu plus sérieuse et force notamment l'ensemble du corps social, je dirais, à s'intéresser au sujet. Donc le top management, il faut un sponsor, ça c'est indispensable pour montrer à toute la ligne managériale que c'est un sujet sérieux et dont il faut s'occuper. Et puis nous, ce qu'on a voulu faire aussi vis-à-vis de la ligne managériale dans son ensemble, mais aussi aux managers de proximité, j'évoquais ça tout à l'heure en disant c'est pas forcément simple pour tout le monde de s'intéresser à ce sujet, parce qu'on s'intéresse à l'humain. Organiser le travail, ça, on peut le faire, mais s'intéresser à la partie psychologique de mes collaborateurs, c'est pas toujours simple. Donc, on a un message fort en disant vous êtes les mieux placés pour détecter ces fameux signaux faibles, pour prendre en charge. Par contre, on n'attend pas de vous que vous soyez des thérapeutes, loin de là. Et donc, ce qu'on leur a aussi donné comme outil, c'est de dire identifier les différents acteurs autour de vous qui peuvent vous aider à prendre en charge des situations, dont évidemment la filière RH fait partie, mais les médecins du travail, les assistantes sociales quand elles sont disponibles, les lignes d'écoute, tout un tas de dispositifs et d'acteurs pour essayer de libérer le manager en se disant, ben voilà, je peux détecter, je peux soulever, prendre en charge la situation là, de mon collaborateur, parce que je ne suis pas tout seul et qu'à un moment donné, je vais pouvoir me retourner et que j'aurai un responsable ressources humaines qui va pouvoir me donner un coup de main, ou un médecin du travail ou une assistante sociale qui pourra me donner un coup de main. Ça, c'est un message fort qu'on essaie de passer pour libérer le management dans la prise en compte, la prise en charge de ces situations-là. Oui, c'est en gros, vous n'êtes pas seul et vous ne pouvez pas prendre sur vos épaules l'intégralité. Exactement. De tout ce qui et se le passe. message, il est écrit en tant que tel. C'est on n'attend pas de vous que vous soyez des thérapeutes. Parce que souvent, on nous répondait ça en disant oui, mais moi, je ne suis pas psy, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? On n'attend pas de vous que vous soyez des thérapeutes, on attend juste de vous que vous soyez attentifs aux autres, aux membres de votre équipe. Et si vous détectez une situation, eh ben, n'hésitez pas à la prendre en charge, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont là aussi pour vous aider, voire même pour prendre la situation en charge. Je vais être un petit peu provocant, c'est mon rôle, en disant, évidemment, d'abord, il ne faut pas nous enlever le pain de la bouche, puisque notre travail, nous sommes des psys, de s'occuper des gens qui vont mal. Mais je dirais que le manager doit être un peu un psy. Et la formation a quelques compétences psychologiques, comme un parent doit être un peu un psy. Oui. Non, mais je veux dire, dans notre société, quand on manage des gens, des équipes, et là encore, on peut regretter, comme je suis à Sciences Po, je constate qu'il y a quand même des grandes écoles qui s'intéressent à ça, mais pendant longtemps, des jeunes managers sortis des business schools, etc., ils vous disaient, moi, j'ai jamais été formé à quoi que ce soit de l'humain et de la psychologie. On m'a appris la stratégie, le marketing, la finance, mais gérer de l'humain, on m'a jamais appris. Alors, entre gérer de l'humain et être un psychothérapeute et soigner des troubles mentaux, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour être provocant, puisque Emmanuel revendique le fait d'être non RH, je dirais, pour paraphraser une phrase célèbre, je dirais, les ressources humaines sont peut-être une chose si importante qu'elle ne doit pas être confiée aux ressources humaines. Voilà. Pour la guerre, ce qui est important, il ne faut pas la confier. Est-ce que c'est votre message de la fin, Patrick? Non, ce n'est pas mon message. C'est pas mon message. C'est pas mon message. Alors ensuite, je suis entièrement d'accord et je souscris complètement à l'approche d'Engie, qui a fait des risques psychosociaux l'axe de marketing. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde comment ces thématiques sont abordées, entre souffrance au travail, bien-être, RPS, stress, QVT, etc., c'est un magma d'opérations marketing. La qualité de votre travail, là encore, je peux vous dire que c'est une approche extrêmement française.
Le quality of working life, vous allez à l'agence européenne, vous allez dans tout ça, ça n'existe pas. C'est psychosocial risk ou c'est stress, les grandes thématiques. La qualité de vie au travail, c'est un produit franco-français qui d'ailleurs, quand on regarde l'ANI, c'est plutôt une déclinaison des relations sociales. C'est-à-dire, on vous montre comment discuter avec les partenaires pour construire. Alors évidemment, la négociation avec les partenaires sociaux est indispensable, de même que l'implication de la direction générale. Ce sont les deux grands fondamentaux pour construire ces approches, mais je trouve que les risques psychosociaux, c'est une approche beaucoup plus solide que la qualité de vie au travail, qui est un aimant. J'ai toujours pas compris, excusez-moi, ce que c'est que quand je lis les ANI ou ce que font toutes les entreprises sur la QVT, j'ai pas compris. En revanche, quand on est sur les RPS, on comprend. Donc il y a un problème marketing. Et enfin, je conclurai en disant, oui, le management est central, je suis d'accord, mais le management est central avec deux limites. La première chose, vous l'avez bien indiqué, c'est que le manager, même s'il a un rôle de formation un petit peu à la psychologie humaine, à s'occuper de l'humain, parce qu'aujourd'hui, les managers, d'ailleurs les salariés le disent, moi pour mon manager, je suis des chiffres dans un tableau Excel. Voilà ce que je suis. Et donc aujourd'hui, les managers ne doivent pas simplement gérer la performance d'une équipe, mais ils doivent gérer des êtres humains avec des émotions, des ressentis, des aspirations, des choses comme ça. Donc ça, c'est important. Et donc, il doit avoir quelques compétences psychologiques de base, comme d'ailleurs tout être humain, mais il faut qu'il s'arrête rapidement à la prise en charge et qu'il doit savoir, et j'ai pu comprendre que chez Engie, c'était le cas, d'avoir d'autres ressources, d'avoir à partir d'un moment, je sais où transférer le problème. Voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est importante, c'est que le manager doit comprendre, comme l'entreprise, comme les salariés, que le bien-être des individus, leur bien-être, leur bon équilibre de santé mentale ne dépend pas que du travail. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des gens qui ne vont pas bien au travail parce que dans leur vie personnelle, ils vont mal. Et donc, là encore, on ne peut pas se substituer à tout ça, même si évidemment l'entreprise peut s'intéresser à travers ses structures sociales un petit peu aux difficultés qu'ont les gens dans leur vie personnelle, parce que beaucoup de mal-être des gens ne viennent pas du travail. Et même paradoxalement, combien de fois j'ai rencontré des salariés qui me disaient « Moi, quand j'arrive au travail, je me sens bien parce que je quitte un univers personnel qui est épouvantable pour moi. Donc, je me sens bien. » Et donc, là encore, l'entreprise doit, en prenant l'image des Québécois que Emmanuel a cités, qui sont très en avance et qui disent souvent, l'entreprise n'est pas responsable de tout, du bien-être ou du mal-être, mais elle a un rôle important à jouer dans son domaine, et ça, c'est important. Donc, il faut savoir mettre les limites, il faut savoir mettre des limites, il faut savoir obtenir des stratégies, il faut savoir impliquer la direction, il faut savoir faire des formations, il faut aussi savoir, j'allais dire, faire en sorte que ces engagements que vous avez cités, et vraiment bravo à Engie, parce qu'il y a peu d'entreprises qui ont ça, et surtout de l'avoir décliné dans des comportements précis. Vous savez, l'approche comportementale est une approche scientifique, parce que, par exemple, être respectueux, être bienveillant, être généreux, être à l'écoute, enfin, je ne sais pas ce que ça veut dire. En revanche, serrer la main des gens quand on arrive, partager une information, c'est des choses concrètes, et c'est là-dessus qu'on doit être jugé. Mais il faut aussi que ça donne lieu à des conséquences sur les pratiques. Et moi, j'ai tellement vu des managers qui me disent, moi, j'ai été formé en long et en large à ce que c'est ce qu'on appelle le management bienveillant, le management le healthy management, un concept très intéressant, c'est-à-dire le management sain, un peu comme il y a la healthy food, il y a une nourriture qui vous nourrit en vous faisant du bien, puis il y a une nourriture qui vous nourrit, bien sûr, mais qui vous détruit. Eh bien, le healthy management, c'est un management qui manage, bien sûr, mais qui protège la santé des individus. Et beaucoup de managers m'ont dit, on était formés à ça, j'adhère complètement, mais ils me disent malheureusement deux choses, j'ai pas le temps. Ça prend du temps. Donc, il faut décharger les managers d'autres activités. C'est un peu comme en médecine. Vous savez, moi, je suis médecin. Dans les hôpitaux, de quoi se plaignent les médecins et aussi les libéraux? C'est-à-dire, on nous encombre à remplir des trucs et des trucs et des trucs. Et beaucoup de médecins libéraux disent, moi, je n'ai pas le temps parce que 40% de mon activité, c'est remplir des tableaux Excel. Donc, il faut peut-être libérer du temps. Et la deuxième chose que dit les managers, et c'est encore plus dramatique, il me dit, je ne serai pas jugé là-dessus. Je ne serai pas jugé là-dessus. Mon avancement, ma rémunération, ma carrière. Et il y a très peu d'entreprises qui ont lié, je vais dire, l'adhésion à ces pratiques, à vraiment des carrières managériales avec une part variable qui est liée à ces pratiques. Et donc là, il faut au-delà de faire des engagements et au-delà de décliner ça en comportements précis, il faut que ces comportements soient évalués et se donnent lieu à des conséquences sur les carrières managériales. Merci beaucoup, Emmanuel. On arrive vraiment à la fin de cette conférence. Je tenais à vous remercier vraiment très chaleureusement pour la qualité de vos interventions. On a des témoignages aussi qui vont dans ce sens dans le chat. On n'a malheureusement pas eu le temps de répondre à toutes les questions, mais bon, ça ne vous
peut que vous susciter, je dirais, à tous les participants l'envie d'approfondir le sujet. Et moi, ce que je retiens, c'est que, ben voilà, au-delà du constat, en fait, il y a des actions qui peuvent être mises en œuvre, il y a des possibilités, on n'est pas passif, et que c'est un sujet qui mérite d'être adressé, traité, et de façon holistique. Hein. Évidemment, ce n'est pas simplement la fonction RH qui doit le faire, c'est en lien avec un certain nombre de partenaires. Et j'insisterai beaucoup, moi, ce que j'ai retenu sur l'axe de prévention, et de la prévention que je qualifierais de concrète, c'est-à-dire on ne fait pas qu'énoncer des grandes idées de la philosophie, mais on transforme ça en un acte mesurable. Et aussi, je retiens d'Emmanuel et de vous, Patrick, que c'est important aussi de mesurer. Même si c'est des choses qu'on estime être qualitatives et pas mesurables, hein, si on ne peut pas mesurer les progrès, c'est difficile ensuite d'évaluer l'impact des mesures que l'on met en place. Donc, n'hésitons pas aussi à mesurer les actions que nous mettons en place. Donc, merci encore, merci Agnès aussi, et merci à vous tous qui ont pris le temps ce matin de partager avec nous cette écoute fort intéressante, et à nous tous de faire changer, de passer du risque psychosocial à une entreprise où il fait bon vivre, c'est ça, sans être naïf sur le sujet. C'est ça. Merci à tous. On peut s'épanouir dans le travail. Exactement. C'est positif. Le bonheur ne fait pas partie de la condition humaine, le bien-être. Voilà. Merci sur ces pas. On vous attend pour la prochaine conférence, hein, donc sur justement la difficulté ou pas à attirer les jeunes dans les entreprises à des moments de forte tension sur le marché du travail. Voilà, ça se croisera peut-être avec certains concepts et discutés aujourd'hui. Voilà, très bonne journée à tous. Très bonne journée à tous. Merci au revoir. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.